Bonjour à tous, donc je suis Sabrina Rimbaud, responsable de l'action sociale à la Caisse d'allocation familiale de la Somme. J'ai le plaisir d'ouvrir la première conférence du cycle à destination des familles. En quelques mots, l'initiative de cette conférence vient du réseau parentalité de la Somme, Être parent en Somme, qui est composé des partenaires institutionnels financeurs de différentes actions à destination des familles, que sont le Conseil départemental de la Somme, la Mutualité sociale agricole et la Caisse d'allocation familiale de la Somme, mais également l'ensemble des partenaires, notamment associatifs, qui mettent en place ces actions à destination de l'ensemble des familles, parents, enfants. L'initiative, effectivement, comme je vous le disais, c'est la première conférence de ce cycle que l'on veut, avec de nombreuses thématiques différentes. La thématique qui ressort aujourd'hui est issue en fait d'une consultation auprès des différents partenaires et des familles qui les accompagnent, qu'elles accompagnent. Et donc, voilà, on a le plaisir d'avoir une spécialiste de la parentalité positive et on a vraiment hâte de pouvoir découvrir tout ce qu'elle va pouvoir nous apprendre sur cette thématique très riche. Donc, Isabelle Filiosa, qui est psychothérapeute, écrivaine, conférencière, formatrice, et je vais certainement en oublier, je m'en excuse, mais qui a effectivement beaucoup d'arcs, de cordes à son arc, pardon, et qui a beaucoup œuvré sur les émotions, sur l'émotivité, voilà, et sur toute la transmission auprès des parents pour nous apporter sa vision positive des choses et nous faire grandir aussi à travers notamment ses créations et ses livres. Et puis, bien évidemment, l'ensemble de ces conférences à destination des familles et du public. Donc, je vous laisse avec Isabelle Filiosa et j'ai hâte de voir la suite. Madame Filiosa, n'hésitez pas à mettre votre micro, ce sera beaucoup plus sympa pour nos auditeurs. Ah oui, voilà, j'ai réactivé mon micro, mais je ne sais pas pourquoi il s'est éteint tout seul. Bref, je suis en train de dire que pour l'instant, je n'ai pas mon image non plus. Et donc, j'aimerais bien avoir l'image de tout le monde qui passe. Hein, et donc, je me demande si tout le monde nous voit tous en tout petit ou bien si… Alors, je vais vous rassurer tout de suite. On vous voit, vous êtes en direct, en fait, et au niveau du live, on ne voit que vous. Moi, on ne fait que m'entendre, mais la star d'aujourd'hui, c'est vous, donc je vais vous laisser la parole. Donc, peut-être vous présenter très rapidement, et puis après, on fera un petit échange ensemble. D'accord. Ben, déjà, bonsoir à tous les Samariens et Samariennes, et puis à toutes les autres personnes en dehors de la Somme qui regarderont peut-être cette webconférence. Merci beaucoup au réseau parentalité de la Somme et à la CAF de la Somme d'avoir organisé cet événement, parce que oui, c'est vrai, favoriser le lien entre frères et sœurs, bien, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est une problématique devant laquelle tous les parents se confrontent. Je m'y suis confrontée. Je crois que ça a été la chose la plus difficile à vivre pour moi avec mes enfants, c'est comment faire en sorte qu'ils s'entendent. Quand déjà avant qu'ils viennent au monde, on se dit oh là là, est-ce que ça va bien se passer? Comment est-ce que je peux faire? Et je reçois énormément de questions très souvent sur cela, sur comment faire pour que le grand accepte le ou la petite, comment faire en sorte de préparer suffisamment pour que le grand ou la grande ne se sente pas abandonné au moment de la naissance du plus petit. Et puis, bien évidemment, on a tous envie que nos enfants s'entendent merveilleusement, qu'ils se fassent des câlins, qu'ils se prennent soin l'un de l'autre. Et puis, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Quand j'étais enfant, je me suis énormément battue avec mon frère. Les relations étaient très, très difficiles, surtout avec le frère qui me suivait. Après, le deuxième frère et puis ma petite sœur qui était la quatrième enfant, ça s'est beaucoup plus facilement déroulé, mais avec mon frère, c'était parfois jusqu'à des sentiments de haine. Et donc, quand j'ai eu deux enfants, quand j'ai eu un deuxième enfant, je me suis dit, ah là là, jamais je vais faire les mêmes erreurs que mes parents.
Et évidemment, alors j'ai pas fait les mêmes, mais j'ai fait d'autres erreurs. On fait tous des erreurs et on apprend de ces erreurs. Donc là, j'ai beaucoup appris grâce à toutes les erreurs que j'ai faites dans ma propre parentalité, avec mes enfants. Et donc aujourd'hui, ils s'entendent très bien, heureusement. Mais c'est vrai qu'on a traversé des moments un peu compliqués. Et comment faire face aux bagarres incessantes, comment faire face, comment intervenir, doit-on intervenir? Voilà, tout ça, ce sont des questions que l'on va étudier ce soir. Il y a des facteurs pour l'entente se déroule correctement dans une fratrie ou pas, parce que on connaît tous des familles dans lesquelles les frères et sœurs s'entendent merveilleusement bien. Et puis, dans certaines familles, ils s'entendent bien par moment et se déchirent à d'autres moments. Et puis encore, dans d'autres familles, eh bien, c'est en permanence le conflit. Alors, première chose, il y a de multiples facteurs qui interagissent pour favoriser ou non cette entente dans la fratrie. Et évidemment, tous ne dépendent pas du parent, mais quand même, nous avons une grande marge même de manœuvre, et donc nous pouvons faire un certain nombre de choses pour que ça se passe au mieux, pour profiter même d'une fratrie pour enseigner les compétences sociales et émotionnelles et sociales, parce qu'en fait, les études montrent que la manière dont ça se passe au sein de la fratrie, eh bien souvent, ce sont les mêmes comportements qui vont se dérouler ailleurs. Donc, pour les professionnels de petite enfance, c'est intéressant aussi parce qu'on peut réguler les conflits un peu de la manière similaire, hein. Et puis, à l'école, dès que l'enfant se trouvera en structure, hein, avec d'autres enfants, il pourra avoir tendance à développer les mêmes stratégies relationnelles que celles qu'il connaît dans sa famille. Donc, d'où l'importance pour cultiver, pour aider nos enfants de manière globale, de les aider à développer des compétences émotionnelles et relationnelles. Donc en fait, c'est pas ce dont on va discuter ce soir, je vais déjà répondre à vos multiples questions, mais ce que je veux dire, c'est que on a, au-delà de seulement faire en sorte que ça se passe bien, qui est notre premier objectif, on peut même avoir un objectif un peu plus loin, c'est-à-dire comment est-ce que je peux utiliser la situation, même les conflits, les bagarres, tout ce qui se passe qui souvent nous déstabilise, parce qu'il faut dire que c'est pas facile quand on est le parent, quand nos 2 enfants se battent, ou 3 ou 4 enfants se battent, on est le parent de la victime, mais on est aussi le parent de l'agresseur. C'est super compliqué. Donc, souvent, on ne sait pas, on est très souvent démunis face à leur bagarre, à leurs disputes. Donc, comment utiliser ces bagarres pour, stop, comment est-ce qu'on peut faire là pour développer de nouvelles compétences? Voilà, on va parler de tout ça ce soir. Vous mettez tout de suite les parents au cœur justement de cette relation, même à travers la fratrie. On a eu beaucoup de demandes justement sur le rôle, sur l'attitude du parent qui pourrait influencer justement la fratrie en elle-même. Certains nous ont posé des questions. Est-ce que mon stress de parent peut se ressentir dans le lien entre le frère, la sœur, entre la fratrie? Est-ce qu'il y a un impact réel sur notre attitude par rapport à cette fratrie? Alors, oui, et en même temps, attention, parce que le stress du parent n'est pas en rapport avec son attitude. Il y a 2 choses différentes là dans la question. Alors, je vais répondre déjà à la première, qui est, est-ce que le stress du parent peut impacter la fratrie? Là, la réponse, elle est clairement oui. Aujourd'hui, on sait que le stress du parent, et on peut le mesurer, le stress du parent est vécu par l'enfant. Le cerveau d'un enfant se cale sur celui de son parent, et donc même le rythme cardiaque. Donc même je fais semblant de ne pas être stressée ou je montre mon stress, c'est pareil. C'est pas mon attitude face au stress qui va changer quelque chose, c'est le simple fait de vivre du stress
mon enfant va aussi vivre ce stress. Donc ça, c'est intéressant de le mesurer. On sait que, alors ça a été mesuré qu'avec des mamans, désolé pour les papas, un jour ce sera aussi mesuré sur les papas, mais là l'étude n'a concerné que des mamans et leurs adolescents, donc des adolescents de 13 ans, et donc on a pu mesurer que le taux de cortisol, cette hormone du stress de l'adolescent, suivait la courbe de celle de sa mère. Donc oui, effectivement, le stress parental va impacter l'enfant. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Il perçoit ce stress à l'intérieur de lui, mais il n'a pas toujours l'information. D'où vient ce stress? Il ne sait pas. Ah, c'est parce que papa est stressé. C'est parce que maman a des difficultés au travail. Il sent juste ça. Si on ne le lui dit pas pour quelle raison on est stressé, forcément, lui, il sent ça. Si nous régulons, alors il y a plusieurs possibilités, soit là, c'est notre attitude qui va gérer. Soit nous assumons ce stress, nous le reconnaissons, nous le revendiquons et nous montrons à l'enfant notre façon de le réguler. Et donc, s'il est tout petit, par exemple, on va dire « Ah là là, je suis vraiment très énervé, mon patron, mon collègue au téléphone, il y a eu quelque chose qui m'a énervé, j'ai envie de bazarder ce téléphone, je vais plutôt respirer. » Donc là, comme ça, on donne une clé à l'enfant qui voit « Ah oui, là, maman ou papa est très stressé, il se passe quelque chose, très énervé. » Et « Ah, il ne se laisse pas aller à casser tout. » Il me montre qu'on peut aussi souffler. Je souffle. Moi, je suis encore un peu énervée. Hein. Bon, je vais encore souffler. Je suis encore un peu énervée, je vais boire un verre d'eau. Bon, là, ça va mieux, je vais réfléchir à la question. Et donc, là, on montre. Donc ça, c'est quand il est tout petit. Quand il est plus grand, on va être un peu plus rapide, on va verbaliser autrement. Mais donc, là encore, on peut utiliser notre stress pour montrer à un enfant comment réguler son stress. Mais la question par rapport à la fratrie, c'est ce qui se passe quand il y a une fratrie. Donc, imaginons 2 enfants. Papa est stressé. Les 2 enfants, donc, perçoivent ce stress sans forcément pouvoir l'identifier. Ils vont devenir, en premier lieu, en général, les enfants deviennent demandeurs envers la figure d'attachement. Donc, en premier lieu, ils vont venir vers papa, venir vers maman, faire des demandes. Alors, ils ne savent pas, ils ne vont pas forcément dire « Papa, maman, je me sens stressée à l'intérieur, j'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe, ou bien je voudrais un câlin, ou bien je voudrais courir un petit peu et grimper un arbre ». Ils ne vont pas forcément savoir mettre des mots sur leurs besoins. Tout ce qu'ils vont savoir, c'est « j'ai un besoin ». Et donc, ils vont dire « maman, maman » ou « papa, papa » et faire une demande que nous, le plus souvent, on va refuser. Genre, ils vont demander de faire quelque chose qui va les calmer dans leur stress. Donc, ils vont demander d'utiliser un téléphone portable, ils vont demander du temps d'écran, ils vont demander faire une demande. Et même si on répond à la demande, nous, on n'est pas forcément conscient que finalement, derrière cette demande, il y a une autre demande. En fait, il y a un autre besoin, il y a réguler cet état de stress. Mais quand un enfant est demandeur un peu de manière harcelante, comme ça, c'est un peu trop fort, il demande trop, eh bien, probablement, on peut se dire, il est stressé à l'intérieur. Mais si le parent ne répond pas, ou bien si le parent n'est vraiment pas disponible, en revanche, son frère ou sa sœur, là, est disponible. Et donc, je ressens mon stress, et il y a une victime potentielle là, qui, ben voilà, donc je peux agresser mon frère ou ma sœur. Parfois, on se dit, mais il l'agresse gratuitement. Ce n'est pas vraiment gratuit, c'est-à-dire qu'il y a un état de tension à l'intérieur que l'enfant lâche ou libère. Souvent, comme ça, les enfants se disputent et en écoutant la dispute, on peut deviner un petit peu ce qui se passe. Soit c'est juste le stress du parent qui rejaillit, soit ça peut être aussi l'inattention du parent ou un stress. En fait, n'importe quel stress vécu
par un enfant peut être utilisé. En fait, il y a une petite histoire que je relate dans mon livre Au cœur des émotions de l'enfant. Un jour, la marraine de ma fille est venue à la maison. Donc ma fille devait avoir 4 ans, quelque chose comme ça. Et elle était toute excitée que sa marraine soit là. Et donc, elle me dit, ah là là, je vais faire des bisous, je vais lui faire des câlins, ça va être bien. Et puis, on descend. Et à ce moment-là, sa marraine ne s'intéresse pas du tout à elle. Elle parle avec moi, l'adulte, donc on a une discussion d'adulte, mais la marraine ne s'intéresse pas à elle. Donc, Margot essaye d'interagir, mais ça ne fonctionne pas. Et du coup, elle se met à jouer avec son frère, elle joue avec des petits chevaux, avec des trucs. Et puis tout d'un coup, elle se met à crier et elle dit « Tu ne me donnes pas ce que je veux !» Parce qu'elle voulait le cheval marron et lui, il ne voulait pas lui donner le cheval marron. Donc, c'est intéressant. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai entendu « Tu ne me donnes pas ce que je veux !» Elle disait ça à son frère. « Je veux le cheval marron, tu ne me donnes pas ce que je veux !» Et j'ai compris qu'en fait, elle disait « tu ne me donnes pas ce que je veux » à sa marraine. Donc, quelquefois, on peut repérer dans les bagarres de nos enfants qu'ils se jouent autre chose. Ils sont en train de jouer la bagarre entre eux, alors qu'en fait, ça s'adresse à nous, le parent, à l'adulte en tout cas présent. D'accord. Et là, il y a verbalisation. On a quelques questions justement qui nous viennent alors sur la thématique ou un petit peu autour de tout ça. Là, il y avait une verbalisation dans ce que vous racontez de son mécontentement, entre guillemets, de cet appel envers, au final, le parent. Quand le dialogue ne se fait pas justement en fratrie, c'est une autre façon de dire aux parents aussi qu'il y a un problème. Par exemple, là, on a une question sur 2 frères qui ont 17 et 19 ans et qui, aujourd'hui, a un dialogue qui est totalement inexistant. Donc, c'est un appel, je pense aussi, vis-à-vis du parent. Comment peut-on favoriser justement ce dialogue ? Alors, 17 et 19 ans, ce n'est pas forcément des âges où on va parler énormément, surtout 17 ans. Peut-être 19 ans, il va commencer à pouvoir mettre un petit peu plus de mots sur son histoire. Mais 17 et 19 ans, c'est encore l'adolescence. On est en train de se construire en tant qu'adulte. On est en train de vouloir sortir de la famille. Ce n'est pas forcément le moment qui va être le plus propice à régler les conflits anciens. Mais bon, ça n'empêche. Moi, j'aime bien utiliser les jeux de société. Grâce aux jeux, et il y a un certain nombre de jeux aujourd'hui qui permettent de dire les sentiments, etc. On joue, mais petit à petit, on peut faire sortir un certain nombre de choses. Mais d'abord, nous, le parent, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui éloigne ces 2 enfants? Est-ce que c'est depuis longtemps qu'ils ont des conflits? Est-ce que c'est une blessure profonde? À 17 et 19 ans, ça veut dire qu'ils ont 2 ans d'écart. C'est très difficile, 2 ans d'écart. C'est l'écart que j'avais avec mon frère et c'est l'écart, malheureusement, je n'ai pas fait exprès, qu'il y a aussi entre mes 2 enfants. À 2 ans, on a encore énormément besoin des bras de maman, de l'attention de papa. On a besoin de beaucoup de contacts physiques encore et on a plein d'énergie. Et si à ce moment-là, on a un petit frère, une petite sœur qui vient au monde, eh bien, cette attention est drainée vers le tout petit sans qu'on soit encore capable de prendre une place. C'est-à-dire, à 3 ans, 4 ans, je peux déjà m'occuper un peu plus de mon petit frère. À 2 ans, je suis encore plein d'impulsions. J'ai du mal encore à réguler mes impulsions. Donc, je vais vouloir toucher le bébé, hop, je vais le toucher un peu fort. C'est dur à 2 ans de pouvoir, donc le petit bébé, je vais forcément avoir des gestes un peu brusques. C'est difficile de gérer les choses, de réguler. Et donc, je vais souvent me faire gronder. Mes parents vont me dire « Ah non, attention, le bébé ne fait pas ceci, ne fait pas cela, c'est fragile. » Et donc, non seulement les parents sont moins avec moi, ils s'occupent d'un autre tout petit, mais en plus, moi, je perds ma place et je n'ai pas encore une place suffisamment de grande. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, ceci dit, ça se gère, parce que finalement, il n'y a pas d'âge idéal non plus. Hein.
C'est marrant puisque vous parlez de ces 2 ans d'écart entre vos frères, enfin avec votre frère. Moi, pour rien vous cacher, mes enfants ont également 2 ans d'écart. Et là, on a quelques questions justement qui reviennent aussi sur ces 2 ans d'écart. Par exemple, un fils de 7 ans aujourd'hui qui, dès que maman ou papa a le dos tourné, enquiquine systématiquement sa sœur de 5 ans. Il y a, voilà, est-ce que c'est un besoin d'attention? Est-ce que c'est parce que c'est un petit chenapan, hein, comment réguler aussi ça? Ça n'est pas un petit chenapan, mais c'est vrai que c'est pas simple. Alors, si chaque fois qu'il l'embête, c'est qu'il y a encore il y a plusieurs raisons pour lesquelles un grand va embêter le plus petit. Mais si c'est dès que le parent n'est plus présent et attentif, probablement c'est le moment où il libère un certain nombre de tensions qu'il a. Et il cherche à peut-être, voilà, il voudrait bien que cet enfant-là ne soit plus là. Hein. Combien de parents ont entendu alors quand est-ce qu'on le rapporte à la maternité ou alors pire, voilà, dire à l'enfant, toi on t'a trouvé dans une poubelle, de toute façon tu ne fais pas partie de la famille, tu es comme si, voilà, il y a des mots comme ça qui peuvent sortir, qui sont adressés aux parents ou bien qu'ils s'adressent entre eux, qui peuvent être très, très douloureux. Donc, nous, quel est notre espace là? C'est de mesurer ce qui se passe pour chacun. L'aîné, il a ses 2 parents qui sont centrés sur lui. On croit parfois qu'on a élevé nos 2 enfants pareils. Ça me surprend toujours, c'est comme si on était le même. Moi, je n'ai pas du tout été la même mère pour le premier enfant et pour le deuxième. On ne peut pas. C'est impossible. Le premier enfant, il arrive dans un appartement nickel. Tout est rangé. C'est assez silencieux ou alors il y a de la musique. Il y a 2 parents qui parlent et donc on parle avec un langage adulte. Et donc, dans nos sociétés, avec ces familles nucléaires, où il y a un papa, une maman, ou bien 2 papas ou 2 mamans, bref, une famille nucléaire, il y a un langage. L'enfant, l'aîné, n'entend quasiment que du langage adulte, jusqu'à ce qu'il aille dans d'autres endroits où il entendra aussi d'autres enfants. Mais, et puis c'est rangé, il y a moins de bruit, et les 2 parents sont disponibles en permanence pour lui. Le deuxième enfant, il arrive dans un monde totalement différent. Il arrive dans un monde où il y a les 2 parents et un grand frère ou une grande sœur qui le regardent avec des sentiments mitigés. Quelquefois des sentiments d'accueil, d'autres fois des sentiments moins confortables. Mais ça n'empêche, il a 3 personnes devant lui et non plus 2. C'est déjà différent. L'autre enfant ne parle pas encore comme un adulte. Et donc, il entend, cet enfant, d'autres choses. La maison est nettement moins bien rangée parce qu'il y a des jouets un petit peu partout. Les parents ont commencé à lâcher un petit peu leur organisation très structurée d'avant. Et donc, le second arrive dans un autre monde. En plus, il arrive dans un monde où souvent, lui, il va être le bébé. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un deuxième enfant? On prend le bébé dans les bras et le grand, on lui parle. Donc, l'aîné, on va continuer de lui parler. Depuis le début, on lui parle beaucoup et on va continuer de lui parler, tandis que le second, on l'a dans les bras. On lui parle un peu moins, mais on le cajole, on le câline, on l'a davantage dans les bras. Et cet aîné, justement, où il y a pas mal de verbalisation un peu adulte avec lui, hein, de ce que j'entends. Aujourd'hui, là, j'ai une question là qui arrive et qui correspond un peu à tout ça. Par exemple, un aîné, un frère qui a 16 ans, par exemple, qui embête sa petite sœur, qui lui dit même des mots blessants, des mots potentiellement vus dans ce contexte d'adulte. Comment on peut faire comprendre à son aîné l'impact que ça peut avoir justement dans ses paroles sur la plus jeune ou la plus jeune de la fratrie? Je pense qu'à 16 ans, il n'est pas idiot et donc il sait très bien l'impact que ça peut avoir. Il ne le mesure pas, vous avez raison. Mais en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un enfant de 16 ans va agresser. Ce n'est pas la même chose que pour lesquelles un enfant de 19 ans ou 17 ans vont se chamailler et non plus des enfants plus petits. À chaque fois, il y a différentes... Il ne faut pas être trop
on a besoin de mesurer ce qui a pu se passer et d'en parler avec chacun. Donc, plutôt que de lui demander de mesurer ce qui se passe pour sa sœur, qui est ce qu'on fait finalement depuis le début, en lui demandant de se réprimer, on demande ça aux aînés sans arrêt. Réprime-toi pour que ton frère ou ta sœur ne souffre pas. Mais on oublie parfois de suffisamment lui demander à quel point il a mal. Donc, on va commencer par lui demander à quel point il a mal. S'il a 405 ans, on va jouer avec lui, avec des jeux, avec les peluches, avec des petites figurines. S'il est plus grand, on va parler. On va lui demander, est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression que je préfère ta sœur ou ton frère? C'est important d'oser poser cette question-là, parce que peut-être bien qu'il va répondre oui. Oui, ça m'arrive. Et donc là, on va pas, souvent nous on se défend. On se dit, mais non, je t'aime autant que lui, parce que même quand il nous le dit, quand il nous dit, maman, t'aimes plus mon frère, j'ai tout juste su que tu préférais ma sœur, le plus souvent, on va dire, mais non, je vous aime tous pareil. Mais voilà, ils ne sont pas idiots, ça ne veut rien dire, aimer pareil. Donc, ce qu'on a besoin d'entendre, c'est qu'eux se sentent blessés. Donc, écoutez jusqu'au bout ce qu'ils ressentent. Explique-moi. Dis-moi comment tu te sens parfois mis à l'écart. À quel comportement que j'ai, tu peux, toi, te sentir comme si je t'aimais moins. Dis-moi, raconte-moi. Et là, on se tempère à l'intérieur. On gère notre stress. C'est vraiment important parce que quelquefois, ils nous disent des choses qui nous blessent parce qu'on n'avait pas du tout l'intention. On n'a pas du tout l'intention de leur faire mal. On n'a jamais mesuré qu'ils pouvaient se sentir à ce point délaissés ou abandonnés. Là, on fait ce petit focus sur l'âge avec un écart d'âge qui pourrait justement expliquer quelques tensions ou autres. J'ai une question en fait qui est très précise sur des jumeaux de 9 ans qui aujourd'hui ne se supportent plus. Qui se chamaillent, qui se battent. Comment faire? Puisque là, l'écart d'âge et la manière dont les parents ont géré justement la naissance, la maternité, enfin voilà, normalement est la même. Oui, mais là, ça va être autre chose qui se joue. Donc, je vais terminer quand même sur l'écart d'âge et aîné plus petit, et ensuite on viendra quelques questions ensuite sur ça aussi. Sur le mimétisme et la gémellité. Mais donc, ce qui est important, c'est vraiment permettre à l'aîné de verbaliser, de dire et de sentir qu'il est aimé autant, enfin pas autant, différemment. Chacun, on aime différemment chaque enfant, mais qu'il est aimé pas moins que l'autre. Et donc, il faut qu'il le dise tout ce qu'il a sur le cœur. Puis ensuite, on va lui dire, c'est pas mon intention que tu te sentes moins aimé. Et donc, c'est important qu'on ait un code pour que dans le futur, si ça recommence, si tu as encore l'impression, je voudrais qu'on répare ça, j'ai vraiment besoin de réparer ça pour toi, que tu sois assuré de mon amour pour toi. Et ensuite, peut-être on peut se faire un code. Si tu sens de nouveau que là, je préfère ton frère, tu me fais le signal et à ce moment-là, je régule. Donc, c'est vraiment tenir compte de ça. Donc là, on règle le vrai problème qui est en dessous de la dispute vers l'enfant. Donc, on diminue sa charge contre l'autre. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il déteste son frère ou sa sœur, c'est que ce qu'il déteste, c'est d'avoir perdu sa place. Donc, si on lui assure qu'il a sa place, alors il va avoir moins de détestation. Mais il y a d'autres raisons de détestation, et donc notamment pour ces jumeaux, ça reste présent, même très très fort, c'est le problème du mimétisme. Nos cerveaux et nos corps se synchronisent les uns sur les autres. Donc, lorsque un aîné, et donc ça c'est aussi la réponse pour l'enfant, vous m'avez dit, de 12 ans, quand son frère, son père ou sa mère s'en va, il attaque sa sœur. Quand on a 12 ans, on a envie de grandir. Et si j'ai 12 ans, j'ai envie de grandir, d'être un grand garçon et tout, et je vois ma petite sœur de 6 ans qui est un bébé, et malheureusement, quand je la regarde, eh bien, j'ai les sensations de bébé qui m'envahissent, puisque mon cerveau se synchronise avec elle.
Donc, il y a des moments, c'est pour ça que nos enfants, quand ils veulent aussi téter le sein, enfin pas plus à 12 ans, mais quand à 2 ans, ils veulent téter comme le petit bébé, ils veulent faire comme l'autre, c'est aussi pour ça qu'ils veulent se chamailler toujours sur le même objet, ils veulent le même objet, c'est à cause de cette synchronie, ce mimétisme qui se passe. Mais donc, quand on est pris dans le mimétisme et qu'on voit, on se sent diminué, c'est insupportable, donc on a tendance à vouloir diminuer le bébé et à l'appeler bébé, etc., pour se distancier. Donc là, notre action, elle va être d'expliquer ce phénomène de mimétisme et de synchronie à l'enfant quand il est suffisamment grand pour le comprendre et fournir des outils et surtout fournir une place aux grands. Notre grand problème, nous, dans nos sociétés, c'est la famille nucléaire. On est trop les uns sur les autres en tout petite famille, 1 ou 2 adultes avec 1 ou 2 enfants. C'est pas assez. Dans les cultures où on est tout un groupe, où on vit avec 3, 4, 5 adultes présents et il y a une ribambelle d'enfants de tous les âges, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux parce que les conflits sont régulés. Là, il y a une exacerbation des conflits parce qu'on est dans un microcosme, quoi. Il n'y a pas assez de gens avec lesquels interagir. Donc, du coup, ça grossit les choses. Et ça peut aller, et c'est quelques retours qu'on a au niveau des questions, ça peut aller également, puisque pour l'instant on a parlé de verbalisation, de choses qui sont dites à la petite sœur, au petit frère. Comment canaliser la violence physique d'un enfant justement plus âgé envers un enfant plus jeune? On a un exemple sur une question d'un aîné de 10 ans qui aujourd'hui a une violence physique sur un plus jeune de 6 ans. Donc pour la violence physique, c'est vraiment important d'intervenir physiquement aussi. Donc dès qu'on voit que la température monte un petit peu à l'intérieur du grand, on va intervenir et le sortir de la relation. Mais si cet enfant est régulièrement violent envers le plus petit, c'est qu'il a une blessure à l'intérieur. Et donc, aucune de nos attitudes d'interdiction ne va jouer. On peut répéter pas de violence dans notre famille, on peut le dire, oui, c'est important, mais en même temps, ça sert à rien. Et ça va même blesser l'enfant encore plus parce qu'il se sent encore moins entendu. Donc, nous sommes le parent de l'agresseur. L'agresseur n'agresse que parce qu'il a une blessure non entendue. Donc, quelle est cette blessure? Ça peut être de multiples choses. On a parlé de la quête d'attention de la part des parents. Oui, peut-être, mais ce n'est pas seulement ça. Ça n'est pas toujours un problème d'attachement. Ça peut être ça. Donc, il se peut que cet enfant se sente moins aimé que le plus petit, mais il se peut aussi qu'il soit harcelé à l'école. Il se peut j'ai vu ça sur un enfant de 9 ans qui frappait son frère de manière extrêmement violente et en fait, donc rien ne fonctionnait, les parents avaient tout essayé entre guillemets, jusqu'à ce qu'on se mette quand même à écouter ce qu'il vivait à l'école. Et là, les parents ont découvert qu'il était harcelé à l'école et qu'il était frappé à l'école. Et du coup, tout ce stress, il n'osait pas, il se sentait tellement humilié et démuni que même si ses parents étaient très à l'écoute, il n'osait pas en parler à ses parents. Mais toute cette charge de stress, eh bien, sur qui je vais la déverser? Je vais forcément déverser sur plus faible que moi. Non pas parce que je suis pervers, au contraire, mais bien parce que tout simplement, lui, il va le supporter. Je me sens faible et donc j'exerce comme ça mon pouvoir pour me réparer, pour me restaurer. Donc notre job de parent, il est de regarder l'image, le big picture, pas rester focalisé juste sur « Oh, il a tapé, il est violent, il lui a tiré les cheveux. Tu n'as pas le droit de tirer les cheveux. » Ça, c'est important de le dire, mais ça ne suffit pas. On a aussi besoin de regarder de manière plus globale qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cet enfant pour qu'il en arrive à être violent sur son petit frère ou sa petite sœur. La violence signe une blessure à l'intérieur. Et la blessure, elle n'est pas toujours parce qu'on n'a pas été attentif à eux. Il ne faut pas tout rassembler là-dessus.
ça peut être de multiples choses. Ça peut être un deuil d'une grand-mère mal vécue, ça peut être en fait toute source de stress. Parfois, c'est même un stress plus concret, plus biologique. Ça peut être un enfant qui a une hypersensibilité physique et qui ne sait pas gérer la quantité de stimulation qu'il reçoit de partout et donc il devient violent. Mais à ce moment-là, c'est plus une violence qui ne va pas être focalisée forcément sur un enfant, un frère ou une sœur. Je me rends compte que je n'ai pas fini de répondre non plus sur les jumeaux. Tous les deux ont 9 ans. Eh bien, ils sont piégés dans ce mimétisme et à 9 ans, on a besoin de devenir un individu. 9 ans, c'est l'âge où je vais chercher à la fois à appartenir, le besoin d'appartenance est très fort, mais un besoin d'appartenance à un groupe extérieur. Et donc, c'est compliqué d'avoir un jumeau à cet âge-là parce que il est trop pareil et je ne sais plus trop qui je suis. Donc, ça pourrait être une des raisons. Il y a toujours de multiples raisons et surtout, tous les parents et professionnels qui m'écoutaient, ne croyez pas que on peut résoudre le problème. Ah bien, voilà, il y a un problème, une solution. Non. Pour comprendre chaque problématique, il y a toujours un faisceau d'hypothèses à regarder pour analyser la question et qu'est-ce qui peut bien se passer. Ce soir, là, je vous donne les différentes choses qui peuvent se passer, mais après, c'est une véritable enquête que nous avons à mener pour plonger dans les émotions de l'enfant et arriver à entendre ce qui se passe pour lui individuellement. Pas de solution miracle. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de tout ça. Alors pourtant, on a des choses qui peuvent revenir. Là, j'ai une question, par exemple, sur quelque chose qu'on a déjà entendu plusieurs fois, de dire, voilà, chaque enfant doit avoir sa propre chambre, ce qui va permettre une meilleure entente. Est-ce que c'est des solutions qui peuvent tout de même fonctionner ? En fait, aucune solution n'est universelle. Chaque famille a besoin de trouver ses propres solutions et chacun sa chambre, c'est une solution très occidentale. C'est une solution qui fonctionne, oui, et qui va avoir des avantages et des inconvénients. Il est clair qu'à 14-15 ans, c'est vraiment... On a besoin d'intimité, on a besoin de pouvoir être complètement dans sa chambre. Après, certains enfants vont préférer vivre ensemble et d'autres pas. Et puis, on n'a pas toujours les moyens d'avoir une chambre par enfant. Et ça n'est pas parce qu'on n'a pas une chambre par enfant que les enfants vont mal grandir ou vont moins s'apprécier les uns les autres, qu'il va y avoir un lien difficile ou quoi ou qu'est-ce. Il y a de multiples sociétés, et même dans les sociétés occidentales avant l'hyper-industrialisation, on dormait tous dans la même pièce. Au Japon, tout le monde dort dans la même pièce jusqu'à l'âge de 6 ans. Et voilà, c'est une problématique qui est vraiment occidentale, qui est culturelle. Donc, la réponse, elle a besoin d'être culturelle. Pour chaque famille, on décide comment est-ce qu'on a besoin de fonctionner. D'accord. Il y a eu également, pour revenir un petit peu sur l'âge dans la fratrie, vous avez parlé tout à l'heure, alors moi j'en suis un, puisque je disais que j'étais l'enfant du milieu quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce qui joue justement quand la différence d'âge va être importante dans une fratrie? Là, par exemple, j'ai une question sur une grande sœur de 17 ans qui aujourd'hui n'a plus de liens, ou les liens sont coupés avec ses plus petits frères et sœurs, par exemple des jumeaux et une sœur avec 17 ans d'écart, et aujourd'hui il y a des liens qui sont totalement coupés. Comment cette différence d'âge joue et quelle est son importance dans la fratrie? Toute situation a ses caractéristiques. Il n'y a pas deux familles semblables. Quand on a 17 ans d'écart, c'est sûr que soit on se met dans une dynamique de maternage avec les tout petits, soit c'est sûr qu'on ne joue pas du tout, on n'a pas les mêmes intérêts. Et à 17 ans d'écart, c'est difficile d'avoir les mêmes intérêts. Donc, on va construire une relation si on en a envie. Ce n'est pas forcément son envie, mais ça pourrait être son envie de tisser davantage de liens. Et le lien, avec 17 ans d'écart, oui, il va être davantage en positionnement, pas vrai, enfin, à la fois c'est la grande sœur, mais à la fois l'écart d'âge montre que c'est comme un adulte, elle va être vécue comme un adulte pour les tout petits.
Après, c'est comment on se positionne. Mais en fait, nous, ce que nous avons à faire en tant que parents ou en tant que professionnels, c'est faciliter les choses. Pour faciliter les choses entre frères et sœurs, on a plusieurs clés. D'une part, écouter les émotions de chacun individuellement, et d'autre part, arrêter de penser que nous sommes la seule source pour répondre aux besoins des enfants. Parfois, une maman, un papa me dit « mais comment je fais? J'ai 4 enfants, je ne peux pas me diviser en 4 ». Ben, s'il y a 4 enfants, on n'a pas besoin de se diviser en 4. Et très souvent, les témoignages des familles nombreuses, c'est que les enfants prennent soin aussi les uns des autres. Ils interagissent. Et ça fait un petit peu du coup comme dans une tribu, comme à l'ancienne, où un enfant de 2 ans, il va interagir avec un autre de 4 ans, avec un autre de 6 ans, avec un autre de 17 ans. Mais si je suis seule à 17 ans avec un enfant de 1 an, je fais du babysitting. Je ne suis pas vraiment dans une relation de sœur. Mais si en même temps, il y a d'autres enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, il y a une mixité d'âge, alors la position va être complètement différente. Donc, on a intérêt, je pense, surtout que c'est aggravé par l'école ou même les structures de petite enfance où les enfants du même âge sont mis ensemble. Donc ça aggrave un petit peu les choses et certains chercheurs ont montré que ça augmentait la violence des enfants. Et parce qu'on perd la notion d'éducation des enfants les uns des autres. La socialisation, en fait, elle s'acquiert par les frères et sœurs, elle s'acquiert par les autres enfants qui sont un peu plus grands que soi. On apprend mieux d'un frère ou d'une sœur de 14-15 ans, quand on a 3, 4 ans, 5 ans, qu'on apprendrait, ou d'un cousin, ou d'un ami, qu'on apprend d'un parent. On a pas mal de questions qui viennent sur les conflits, sur la gestion des conflits. Donc, je voulais qu'on fasse un petit focus justement sur ça. Alors, il y a eu des questions qui ont été préparées avant. Il y a des questions qui arrivent en live, souvent sur les cas très pratiques. Il y a une question qui a été de comment faire lorsque les enfants se plaignent du sexe ou de l'âge justement de l'autre frère ou sœur. Comment gérer cette situation au quotidien ? Alors, s'ils s'en plaignent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en train de se bagarrer. S'ils s'en plaignent, je les écoute. Et oui, mais ça montre bien que c'est biologique, quoi. Nous sommes des humains, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de socialiser avec de nombreux autres enfants et d'autres adultes et des gens de tous les âges. Et ce n'est pas naturel de se retrouver avec un seul. Et c'est sûr que si je suis un garçon de 8 ans et que j'ai une petite sœur de 3 ans, ça ne me satisfait pas forcément. De temps en temps, ça me plaît, mais j'ai aussi besoin d'avoir un grand frère de 11 ans. J'ai besoin d'avoir… et donc, évidemment, on ne va pas forcément faire tous une famille nombreuse, mais ce serait chouette si on se réunissait davantage entre familles et si on favorisait ces liens entre enfants. Plus il va y avoir des groupes d'enfants d'âge différents, parce que trop souvent, et j'ai fait cette erreur-là moi aussi, j'ai eu tendance à vouloir inviter des petits garçons et des petites filles du même âge que mes enfants pour qu'ils jouent ensemble mieux. Mais certains jeux, ça va, mais très souvent, ils se disputaient en fait. Et parce que quand on a le même âge, on rentre en conflit beaucoup plus facilement et on a le cerveau au même moment de maturation, donc avec les mêmes carences de maturation. Tandis que quand il y a tout un groupe d'enfants, imaginons 6 ou 7 enfants d'âge différents, eh bien, tout est beaucoup plus fluide, ils courent dans le jardin, ils font des trucs, il y en a un qui prend le leadership, ils s'écoutent, ils prennent soin les uns des autres, c'est souvent plus fluide parce que justement, il y a des cerveaux de tous les âges et qu'ils en prennent conscience. Et au sein de la fratrie, de temps en temps, on va aussi avoir des personnes qui vont rentrer en concurrence, des frères, des sœurs qui vont rentrer en concurrence. Comment les parents, justement, peuvent gérer avec bienveillance ce rapport, justement, un petit peu concurrentiel entre un frère et une sœur, ou un frère et un frère?
Est-ce qu'il y a une question plus concrète là? Parce que en fait, la concurrence, c'est nous qui la mettons. C'est un mot d'adulte. C'est rare qu'un enfant de 6 ou 7 ans vienne dire « je me sens en concurrence avec mon frère ou ma sœur ». Donc ça, c'est déjà une interprétation du parent. Or, pour régler un problème, on a d'abord besoin de le décrire. Si on interprète, on a déjà une idée préconçue et nous, on appelle ça concurrence, mais est-ce que ça en est véritablement? Donc, est-ce que vous avez un exemple? Est-ce qu'il y a une question plus précise sur ça? Alors, il n'y a pas une question précise, je vais vous la vous la redonner telle qu'elle, brute, comme elle avait été notée. C'était comment créer une bienveillance du quotidien dans la fratrie pour éviter justement des situations de mise en concurrence des uns par rapport aux autres. D'accord. Et donc là, eh bien, la réponse est dans la question, c'est fournir à chacun un rôle. C'est que chacun se sente à sa place, ait une place réelle. On a tendance en tant que parent, et j'ai fait cette erreur importante, c'est de protéger chaque enfant et de faire à leur place beaucoup de choses. Et je ne voulais pas que ma fille se sente responsable de son frère. Et donc, du coup, j'ai évité de lui donner des missions pour s'occuper de son frère. Et du coup, elle se sentait finalement abandonnée. Elle n'avait pas sa place de grande sœur. Donc maintenant, j'ai compris que ça aurait été plus utile de lui donner une vraie place de grande sœur, une place qui lui convienne, pas une place de parent évidemment, mais une place de grande sœur. Donc chacun a besoin de se sentir utile. Comment est-ce que chacun se sent utile et a l'impression qu'il apporte quelque chose à la famille? Dans nos sociétés, on a tendance, et j'ai eu tendance à laisser les enfants jouer et à m'occuper des tâches ménagères. Et donc, voilà, moi, c'était mon job de m'occuper du jardin, du ménage. Eux, leur job, c'était de jouer. Et je n'avais pas mesuré comment ça pouvait augmenter le nombre de conflits parce que du coup, ils ne savaient pas comment apporter quelque chose à la famille. Chaque enfant a besoin de se sentir utile. Pour ne pas entrer en compétition les uns avec les autres, en fait, pour ne pas rentrer comme ça, j'ai besoin d'aller dans une même direction. Et aller dans une même direction, c'est coopérer vers un objectif. Donc, on peut utiliser toutes les... Par exemple, on va faire une sortie à Fontainebleau, eh bien, on va organiser la sortie et plutôt que nous prendre en charge l'adulte, on va dire, bon, on va faire une réunion de famille et qui veut faire quoi pour la sortie? Réfléchissons à ce que nous avons à emporter. Qui est responsable de de préparer les sandwichs? Qu'est-ce qui va se passer si on rencontre un chien? Alors qu'est-ce qui va? On invente un peu les différentes possibilités. S'il y a quelqu'un qui vend des barbes à papa, peut-être pas à Fontainebleau, du coup, ailleurs. S'il y a quelqu'un qui vend des barbes à papa, est-ce qu'on achète une barbe à papa ou pas? On va réfléchir aux décisions à prendre et on va ensemble décider d'une mission pour chacun. Quand chacun se sent investi d'une mission, eh ben, il a la mission à l'intérieur de lui et on est là, toute la famille, on va dans la même direction. Donc, on sait qu'on a un objectif commun. Et c'est ça qu'on peut donner à nos enfants, c'est vraiment un objectif commun, mais ça se tisse autour de tâches concrètes qu'ils puissent mesurer. L'objectif commun, ça ne peut pas être dans 20 ans que toute la famille soit heureuse. Ça, c'est trop loin et trop vague. Donc, utilisons les événements du quotidien pour permettre à chacun de se sentir à sa place dans la famille. Et justement, il y avait eu beaucoup de questions très simples. Quels outils pour travailler la coopération? C'est revenu beaucoup. Donc là, on a parlé d'une sortie à Fontainebleau. Des outils au quotidien, il y a des choses qui peuvent être préconisées pour favoriser justement cette coopération? Alors, la première chose, c'est montrer l'exemple, toujours. Donc, tout petit, montrer l'exemple de la coopération. Donc, comment est-ce que moi, je coopère avec d'autres? Est-ce que je permets à mon conjoint, par exemple, est-ce que nous coopérons tous les deux? Est-ce que, et je peux même le verbaliser, mais c'est surtout qu'il voit ses deux parents coopérer, et s'il y a des aînés, qu'il voit les aînés coopérer.
Mais c'est aussi inviter l'enfant à coopérer. Tous les enfants, très petits, vont vouloir faire avec nous. Dès 18 mois, ils vont vouloir, on est en train de faire un truc, paf, ils vont avancer la main pour participer. Un enfant de 2 ans, il voit, on est en train d'étendre du linge, il va même plus petit, on laisse tomber un truc, il va tendre la main pour prendre et nous le tendre. Donc, les enfants ont envie de participer. Le plus souvent, c'est nos habitudes d'adultes. On a tendance à les freiner, à les bloquer, à leur dire mais non, parce que évidemment ça prend du temps. Hein. Si le tout petit de 2 ans veut passer l'aspirateur, ça ne va pas forcément aller dans le bon sens. Donc on se dit pousse-toi. La plupart du temps on fait ça. On dit pousse-toi, toi tu joues avec tes jouets, moi je passe l'aspirateur. On oublie que chaque instant du quotidien peut être une manière de lui donner une place et de l'inciter et de lui enseigner à coopérer. On fait cette erreur-là de mettre l'enfant ailleurs et de lui dire « non, tu ne coopères pas avec moi, toi tu joues, moi je bosse ». Et une fois qu'ils sont grands, on attend que par miracle, alors tu passes pas l'aspirateur. Donc la coopération, ça s'enseigne dès tout petit. Bon après, c'est pas perdu complètement si on l'a pas fait depuis tout petit, mais on a à garder ça en mémoire. Et donc, si j'ai fait la préface d'un livre sur nos préjugés d'occidentaux récemment, là, il va sortir bientôt. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment toute notre culture a tendance à faire ça, à mettre les enfants de côté et ensuite à leur demander de faire. Mais non, si nous pouvons les inclure le plus possible et accueillir leurs idées. Donc, si on reprend l'histoire de Fontainebleau, il va falloir faire les sandwichs. Peut-être bien que l'enfant de 6 ans, de 7 ans, il a envie de faire un sandwich un peu original. Très souvent, nous, on va dire « non, tu fais ça correctement ». En fait, non. Et accueillir la participation, si on veut que l'enfant coopère, coopérer, ça ne veut pas dire se soumettre à ce que papa, maman veut. Coopérer, ça veut dire qu'on est deux à apporter nos idées et à faire ensemble. Donc, si je veux que mon enfant coopère, ça n'est pas du tout pareil que obéir et faire ce qu'on demande. Il a besoin de sentir quelle est sa marge de manœuvre et son autonomie, quel est son pouvoir sur la situation, qu'est-ce qu'il peut apporter. Par rapport au lien, justement, dans la fratrie et dans la famille en général, il y a une question alors, qui est un peu dans ce cadre du lien de quelqu'un qui veut faire quelque chose et que cette personne ne veut pas le laisser faire, entre guillemets, c'est sur une petite fille de 1 an qui aujourd'hui veut absolument jouer avec son frère de 5 ans, mais son frère ne veut pas. Comment, à un moment, réussir à trouver, surtout à 5 ans et 1 an, comment favoriser justement ce lien ? Eh oui, c'est compliqué. Chacun a des besoins très, très différents et tous les petits ont tellement envie de jouer avec le grand qui est leur modèle. Donc, déjà, une première réponse, c'est d'avoir un petit peu plus d'autres enfants grands pour que cette petite enfant de 1 an n'ait pas que son frère sous la main pour jouer. Mais sinon, spécifiquement pour permettre à l'enfant de 5 ans de jouer, d'abord, ne jamais l'obliger à jouer avec sa petite sœur, mais lui en parler. Et donc, lui demander comment il se sent, qu'est-ce que ça lui fait. Et probablement, en fait, parce qu'un enfant de 5 ans, il y a des moments où il a envie de s'occuper de sa sœur, mais il ne sait pas forcément comment faire non plus. Donc, on peut, à 5 ans, on peut discuter et donc on peut lui demander et voir avec lui qu'est-ce qu'il pourrait avoir envie de faire avec sa sœur. Est-ce qu'il pourrait avoir envie de lui montrer comment on dessine? Est-ce qu'il pourrait avoir envie de jouer aux peluches? Est-ce qu'il pourrait avoir envie de faire des câlins, des chatouilles? De quoi il pourrait bien avoir envie? Et donc, on va comme ça lui montrer. Parce que quelquefois, les enfants de 5 ans, alors c'est paradoxal, hein, parce qu'il sait bien que sa petite sœur essaye de jouer avec lui tout le temps, mais il n'a pas forcément conscience qu'elle l'aime, ni même qu'elle l'adore, et qu'il est son modèle total. Et donc, s'il en prend conscience, il va être fier, ça lui donne une place,
Et du coup, il va être un petit peu plus enclin à vouloir prendre soin d'elle et s'occuper d'elle. Voilà, mais il a aussi besoin de moments où il est, lui, avec d'autres et avec des plus grands, etc. Donc, on peut aussi lui montrer combien c'est génial de jouer avec son cousin qui a 10 ans et il adore son cousin qui a 10 ans et donc et que là, il y a le même écart avec sa petite sœur et qu'il puisse comprendre que donc sa petite sœur a envie aussi de jouer avec lui. Mais donc, alors, on peut... Non, allez-y. On peut avoir un lien compliqué, mais on peut aussi avoir l'effet totalement inverse. Là, on a justement une question sur une petite sœur qui prend la place de sa maman vis-à-vis justement de son frère de 2 ans. C'est elle qui crie, elle le gronde, elle a vraiment une place de maman et pas de sœur. Là, on est un peu à l'effet inverse du lien. Comment réguler ça également? Oui, mais elle a quel âge, vous m'avez dit? 6 ans. 6 ans, voilà. 6 ans, alors peut-être que c'est quelque chose qui est général, mais 6 ans, c'est un âge où on veut faire bien, on veut être parfait et on veut montrer qu'on fait bien et on va modéliser beaucoup, on fait beaucoup comme maman ou comme papa, on va avoir tendance à chercher un modèle et à imiter le modèle. Donc, il se peut que ce soit juste un passage et un moment où elle a besoin de faire ça. Je ne vois pas de raison de l'interdire à condition que la mère n'en profite pas pour du coup se dire « Ah ben voilà, quelqu'un s'occupe du petit, moi je peux prendre mes vacances ». Donc, personne ne va remplacer la maman et donc la grande sœur ne remplace pas la maman, mais elle est en train d'expérimenter ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit dans la relation avec la petite sœur. Donc, pareil, on peut aussi en parler quand on sent que c'est problématique, c'est-à-dire on peut voir si c'est un peu excessif, si elle la gronde beaucoup par exemple, dire là, il y a quelque chose, là elle est en train de raconter quelque chose. Est-ce qu'elle n'est pas en train, par hasard, de nous raconter la manière dont nous avons été avec elle quand elle était plus petite? Vous savez, parfois les enfants, ils vivent, alors par exemple, quand on joue à l'école, ils jouent la maîtresse, mais ils jouent une maîtresse hyper autoritaire, dure, qui punit beaucoup, etc. Et du coup, on se dit, oh là là, c'est ça qu'elle vit à l'école, on est tout inquiet. C'est pas toujours ça, mais quelquefois c'est ça. Et en fait, l'enfant se met dans cette posture de la maman et elle revit, c'est un jeu. Donc, on a à observer ce qui se passe. Est-ce que c'est de l'ordre du jeu? Je rejoue quelque chose pour pouvoir le digérer et le revendiquer. Donc moi, en tant que parent, j'ai à me poser la question, est-ce que j'ai été sévère comme ça quand elle était toute petite? Et peut-être je gronde pas la petite maintenant, mais c'est vrai que la grande, je l'ai beaucoup grondée. Auquel cas, je vais réparer. Je vais dire, dis donc, quand je te vois agir avec ta petite sœur, j'ai l'impression que c'est comme si tu me racontais ce que moi je te faisais quand tu avais le même âge. Et c'est vrai que c'était mon premier enfant, je n'avais pas encore réalisé, c'est vrai que je te grondais beaucoup, je ne mesurais pas ça. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu étais petite? Est-ce que tu t'en souviens? Alors peut-être elle se souvient, peut-être elle ne se souvient pas, peut-être les souvenirs sont juste comme ça, mais ils sont disponibles dans le jeu. Et du coup, on peut lui dire, ben, plutôt que de faire ça avec ta petite sœur, tu peux le faire avec moi. On va dire que tu es ma maman et on joue à la maman. Parce que jouer avec un enfant, Laurence Cohen l'explique très très bien dans son livre « Qui veut jouer avec moi », c'est une manière de pouvoir l'aider à se guérir de toutes ses blessures, de son stress, de ce qui se passe, de toutes ses émotions mélangées. Les enfants, la verbalisation, c'est difficile pour eux à toutes sortes de moments. Par contre, le jeu, c'est leur langage. Donc, plutôt que de le laisser, si c'est excessif, si c'est un peu, c'est tout à fait sa fonction et pourquoi pas, on peut être la grande sœur et jouer ce rôle-là. Mais si c'est excessif et si on voit que c'est un peu tendancieux, on va lui proposer de jouer ça ailleurs. Et donc là, dans le jeu, on va lui permettre, en rejoignant, de mieux comprendre ses propres sentiments
et de faire sortir ce qui a besoin de sortir, et ça nous permettra de réparer les blessures d'attachement qu'il peut y avoir. Et justement, par rapport à ça, est-ce que c'est des questions qui nous sont pas mal posées au niveau du live, est-ce qu'il y a des comportements parentaux qui aujourd'hui peuvent intensifier ou créer justement ces rivalités, ces coupures de liens, ces difficultés? Eh bien oui, toutes les rivalités, coupures de liens qui existent entre les parents ou entre les parents et les enfants. Et l'autoritarisme et le laxisme, c'est-à-dire l'autoritarisme, c'est quand on est vraiment dans cette dynamique de jeu de pouvoir, c'est moi je suis l'adulte et toi tu te soumets. Et donc forcément, là, on va générer davantage d'agressivité et davantage de compétition entre les enfants. Puisqu'on joue la compétition avec l'enfant, parfois on entend ça, qui est le chef? Et c'est moi, et on croit que l'enfant veut être chef à notre place. Non, ça n'est pas du tout son intention la plupart du temps. Il cherche à satisfaire ses besoins, il cherche à être lui-même. Et nous, on interprète qu'il joue, et qu'il cherche à nous manipuler, etc. Et donc, on dit, non, c'est moi le chef, tu fais ce que je te dis. Et donc ça, oui, ça risque de générer, en tout cas, des études montrent que ça va générer davantage de extériorisation de comportements, c'est-à-dire de comportements débordants, de comportements qui vont pouvoir être violents et de compétition. Le laxisme dans le sens non pas souplesse, mais dans le sens de je m'en fiche et je regarde ailleurs et les enfants font ce qu'ils veulent, et donc une liberté entre guillemets excessive, mais qui serait finalement le contraire de l'autonomie. Et donc à ce moment-là, là aussi, comme les enfants ne se sentent pas entendus, ne se sentent pas considérés, et du coup, ça peut aussi générer de la compétition, parce qu'à ce moment-là, c'est comme s'ils cherchaient à assumer la direction qui n'est pas assumée par le parent. Excusez-moi. Pas de souci. Là, vous parlez justement d'entendre l'enfant. Vous avez parlé d'entendre l'enfant, de l'écouter. Pareil, on a des questions de parents. Comment fait-on quand un enfant refuse justement de parler, ne verbalise pas les soucis qu'il a? Quelles peuvent être les solutions? On joue. Par le jeu? On joue. On joue et on joue à n'importe quoi. Alors, un super outil, c'est de proposer un temps particulier à l'enfant. Donc, on lui dit, ben voilà, là, pendant 10 minutes, ou alors pendant 1 heure, on choisit le temps qui nous paraît jouable pour nous. J'éteins mon téléphone, je n'y réponds pas, je ne suis pas sur mon ordinateur, je ne fais rien d'autre qu'être avec toi, 100%. Et là, dans ce temps particulier, c'est l'enfant qui est le leader, c'est lui qui décide de ce qu'on fait. C'est lui qui décide, et donc là, on ne donne pas d'idée sur, ben tiens, jouons à ceci ou jouons à cela. Et donc, on se laisse guider. En général, l'enfant est un peu déstabilisé au début, mais rapidement, il sait qu'il a envie de jouer à ceci, à cela, avec nous, ou bien d'aller faire des courses si c'est un ADO, etc. Donc, ça, c'est une première chose pour retisser le lien. Après, je vous le disais, c'est pas la verbalisation, c'est le langage des adultes, hein, et c'est pas le langage des enfants. Et donc, un enfant petit n'a pas encore les mots, et un enfant adolescent n'a plus les mots. Et donc, il y a toutes sortes de moments dans la vie, et puis il y a les mots, mais il y a aussi toute la compréhension. C'est complexe de mettre des mots sur ses émotions et sur ses sentiments. Donc, le jeu est vraiment la voie royale. Pour les tout petits, on joue avec des figurines, on joue, voilà. Pour d'autres, on va pouvoir jouer pour semblant. Donc, on fait semblant de jouer la maîtresse, jouer au papa et à la maman, jouer à ceci, à cela. Bref, on joue à toutes sortes de choses. On peut jouer à la marraine qui vient, on peut jouer au divorce, on joue à papa s'en va pour son travail, maman s'en va pour son travail. On installe la thématique du jeu. Et pour des encore plus grands, eh bien, c'est autour de jeux de société qui permettent de sentir le lien et où on va nous entendre à un double niveau, c'est-à-dire ce qui va se passer,
peut-être dans le jeu de société, les deux adolescents vont rentrer en compétition, mais au moins c'est à travers le jeu, donc on va pouvoir gérer les choses différemment. Là, on est sur un lien direct. Il y a eu beaucoup de questions, des thématiques justement sur la coupure de lien géographique avec les fratries recomposées. Voilà, je vais me permettre de vous poser une question qui a été préparée en amont, qui ne vient pas justement de l'événement en direct. Lorsqu'au sein d'une famille recomposée, l'un des enfants va chez son autre parent et que ce n'est pas le cas forcément des autres enfants et qu'ils le vivent plutôt mal, comment gérer, comment faire ? Accepter qu'ils le vivent mal et écouter leurs émotions. C'est-à-dire, nous, on aimerait que tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que tout le monde soit tout le temps heureux et le grand sourire, la banane, etc. Non, la vie, elle est parfois compliquée, difficile. Ça peut être très frustrant de voir qu'il y a un des enfants de la fratrie qui va voir, il va voir son autre parent et nous, eh ben, on n'a pas la possibilité d'aller voir notre autre parent. C'est frustrant. Et donc, c'est important que le parent qui reste là écoute les émotions, mais peut-être pas seulement ce parent, parce que c'est difficile de confier à l'autre parent notre désarroi, notre désespoir. Donc, ça, c'est chouette s'il y a une tante, une voisine, une fée de la famille. C'est là que le rôle d'autres adultes autour est vraiment essentiel. Ce peuvent être des groupes de soutien, ce peuvent être, et sinon, un psychothérapeute, un coach parental, quelqu'un qui sait accueillir les émotions. On a besoin de pouvoir raconter ou dessiner ou jouer ce que nous vivons parce que ça nous procure des émotions qui sont douloureuses. Donc, une fois que les émotions douloureuses sont entendues, on peut faire le deuil et passer à autre chose. Mais si elles ne sont pas entendues, eh bien, ce sera beaucoup plus dur. Le plus souvent, on va être tenté de contrebalancer, de dire ah, c'est pas si grave, toi, mais toi, regarde, on va vanter les avantages qu'il a à ne pas y aller. Voilà, toi, tu m'as tout le temps, ou toi, ben tiens, on va à la place, on va aller au cinéma. Mais en fait, non, on veut trop que nos enfants soient tout le temps contents. Ils ont le droit d'être malheureux et d'être entendus dans ses émotions. Des fois, dans les familles recomposées, on peut aussi avoir des conflits entre enfants de père ou mère différents, où il va y avoir justement des tensions entre les enfants. Ton père, c'est un nul, je relis ce qui a été noté, va chez ton père, par-delà, des fois même très dur. Comment réussir à apaiser justement ces conflits entre enfants de père et mère différents? En commençant par ne pas vouloir les apaiser à tout prix, tout de suite, et en se souvenant que l'apaisement est une conséquence et ce que nous avons, nous, à mettre en place, c'est les facteurs qui vont permettre qu'il y ait apaisement à la fin. Et ce qui va permettre qu'il y ait apaisement, c'est l'expression des émotions. Donc, dire « ton père est un nul », évidemment, ça, c'est une formulation qui n'est pas acceptable. Quand on entend un enfant dire à l'autre « ton père est un nul », on intervient immédiatement. Et on saisit la flèche, quoi. C'est une flèche qui risque de faire mal à l'autre. Et donc là, on va, quand je t'entends, il y a plusieurs façons d'intervenir. On peut dire, quand je t'entends dire ça, je me dis qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de toi qui te fait mal, ou il y a quelque chose que tu ne supportes pas chez un tel, en prenant le nom du père. En général, quand on est l'autre parent, on connaît suffisamment la situation pour savoir en fait de quoi il s'agit. Ça peut être simplement Gilbert ne t'a pas permis, t'as interdit de regarder ta Wii, d'utiliser ta Wii. Ça peut être tout simplement ça. Il va dire ton père est un nul, mais nous on reprend le truc en disant tu es fâché parce que il t'a pas permis d'utiliser les écrans. Donc on va décoder en quelque sorte ce qui vient d'être envoyé. Et puis si ça se répète, on va vraiment s'intéresser à l'enfant et dire je t'ai entendu plusieurs fois dire que son père est un nul et donc
Qu'est-ce que ça te fait, cette présence dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe en toi? Comment est-ce que ton papa à toi, est-ce qu'il te manque ton papa? Quelle relation tu as avec ton papa, etc. Parce que dire ton papa est un nul, ça présuppose, ça peut être plein de choses. Ça peut être juste, il m'a pas donné ce que je voulais. Ça peut être, il a mis de la tomate sur la pizza alors que j'aime pas la tomate. Donc ça peut être des choses très banales. Comme ça peut être, moi, mon père, il vient pas me voir, il m'aime pas, je me sens rejetée. Donc, ça peut être des tas de choses, des choses très profondes et douloureuses ou bien des choses très légères. On a également sur les fratries recomposées une question sur le lien, en fait, quand on ne vit pas sous le même toit, la crainte justement de cette séparation, de ce lien qui peut se rompre. Je vais vous lire la question telle quelle. Comment faire du lien en ne vivant pas toujours sous le même toit? C'est sûr que ça nous demande d'exercer notre créativité. Alors heureusement, maintenant, on a les Zooms là, donc on commence à être familier avec ça, avec la succession des confinements. On a pu expérimenter, vraiment de nombreuses familles ont dû expérimenter comment faire, et ce challenge est énorme, comment maintenir du lien quand on ne se voit pas, quand on ne peut pas se prendre dans les bras, quand on ne peut pas s'embrasser autant qu'on le voudrait. Donc, pour les enfants, là, ça va dépendre de l'âge des enfants, mais c'est vraiment intéressant d'entendre que chaque enfant va avoir des besoins spécifiques. On a un registre et donc nos enfants vont être plutôt visuels ou bien plutôt auditifs ou bien plutôt kinesthésiques. Un enfant très kinesthésique, il a vraiment besoin de sentir le câlin de son papa, de sa maman, et donc ça va être beaucoup plus dur pour lui à supporter la distance qu'un enfant auditif pour qui le téléphone va suffire parce qu'il entend la voix de papa-maman qui est loin, mais la voix va le nourrir suffisamment. Et pour un enfant visuel, eh bien, il va avoir besoin de la visioconférence. Donc, en fonction du registre de l'enfant, chacun va le vivre plus ou moins difficilement. Et on va du coup aller un petit peu plus loin. Et si on a un enfant qui est très kinesthésique, eh bien, on peut... je ne sais plus si j'ai là... Non, je ne l'ai pas, mais j'avais une espèce de... C'est comme une espèce de poupée qui a été inventée par une japonaise, et donc on prend cette poupée et on la serre dans les bras, et c'est vrai, on a l'impression d'avoir quelqu'un, et comme ça je peux serrer dans mes bras en même temps que je regarde la vidéo. J'ai fait ça quand mon fils de 16 ans est parti faire ses études au Canada, et donc par moment, ben voilà, il me manquait mon grand garçon, et même s'il avait 16 ans, j'aurais bien aimé le tenir dans mes bras un petit peu plus souvent. Il était au Canada de l'autre côté, à Vancouver, donc c'était très loin. Et du coup, on avait heureusement déjà la visio, mais donc en le voyant, j'avais plaisir à toucher. Donc voilà, on a besoin d'inventer des façons de continuer à maintenir le lien, à se parler, à s'entendre, mais à savoir que chacun a son registre et qu'on peut avoir des besoins d'être impliqué aussi physiquement. Et sur les liens nouveaux également, il y a eu quelques questions sur l'adoption, sur comment aider justement la création d'un lien pour cette nouvelle fratrie au final qui arrive sans ce lien biologique. Alors, je ne suis pas vraiment une spécialiste de l'adoption parce que je ne l'ai pas vécu pour moi-même. J'ai accompagné un certain nombre de parents adoptants. En fait, quand on adopte un enfant, ben, on vit quand même tout le moment de préparation, d'attente, et on est disponible à accueillir cet enfant un peu comme s'il était de notre sang. Donc, dans le processus d'adoption, je pense que l'histoire du sang n'a pas tellement d'importance véritablement. On peut croire que ça en a, mais finalement, notre vrai papa, notre vraie maman, mais c'est celui qui s'occupe de nous. La figure d'attachement, c'est la personne qui s'occupe de nous. En même temps, adopter un enfant, il a déjà une famille biologique, il a déjà des ancrages, des odeurs, des connexions, et il peut avoir vécu des traumatismes aussi, et donc ça peut être plus ou moins facile pour lui de s'attacher.
Et donc, toute la famille d'accueil, les frères et sœurs plus grands aussi, il y a vraiment tout un travail de, à la fois, être là pour que le petit nouveau puisse s'attacher à nous et en même temps, pas trop de pression sur lui à le forcer à s'attacher, entre guillemets, ou à attendre de lui qu'il s'attache démesurément à nous, comme si on était, je me rappelle une psy qui faisait cette analogie, il disait, imaginez, vous êtes veuve, vous venez d'enterrer votre mari et là vous sortez du cimetière hein, et vous pleurez encore votre mari et il y a un nouvel homme qui se présente et qui vous dit, voilà, je suis ton nouveau mari, je suis prêt à t'aimer, je vais t'aimer complètement. Non, on a d'abord besoin de faire le deuil. Donc, certains enfants sont à l'adoption prêts à s'attacher, d'autres ont d'abord un travail à faire de désengagement, de guérison de la rupture qu'ils viennent de vivre avant de pouvoir s'attacher complètement à la nouvelle famille. Et donc, il y a ce temps-là qui a besoin de se faire. C'est vrai aussi dans les familles recomposées, c'est-à-dire que lorsque dans la recomposition, il y a un morceau de la recomposition, un morceau de la famille qui a vécu une séparation brutale, qui a vécu un traumatisme, qui peut avoir vécu un deuil, là aussi, on ne peut pas s'attacher directement et accueillir le beau-père, la belle-mère ou même le nouveau frère, la nouvelle sœur aussi facilement que ça. On a d'abord besoin de se guérir de ce qu'on vient de quitter, accepter que ça n'est plus. Ça demande tout un chemin. Et ces changements qui peuvent être dus justement à une famille recomposée, une adoption, il y a des questions qui sont arrivées très rapidement. J'attendais justement pour vous les poser sur justement l'arrivée et l'annonce d'une grossesse quand on a un seul enfant. Je vais vous lire 2 questions, hein, comme ça vous laissera l'opportunité de parler un peu du sujet. Sur notre fils de 2 ans et 8 mois hein, qui aujourd'hui fait des crises et des colères et ne dort plus la nuit et les parents se demandent comment régler le problème avant l'arrivée du nouveau bébé. Et une deuxième question sur l'annonce d'une grossesse qui a fait refaire pipi au lit à une petite fille. Voilà, un peu cette gestion de l'arrivée d'un deuxième enfant, voire d'un troisième ou d'un quatrième. Alors, la première chose, c'est de s'occuper de nous. Dans un premier temps, quel est, mon propre stress par rapport à ça ? Est-ce que je suis très angoissée à l'idée de comment je vais aimer ce second enfant? Est-ce que j'ai beaucoup de craintes pour vis-à-vis du premier? Parce que si je suis là comme ça à expliquer aux grands, tu sais, tu vas avoir un petit frère, une petite sœur, et qu'à l'intérieur on est tout tendu, on se dit oh là là, j'espère que ça va bien se passer, etc. C'est sûr que l'enfant il chope notre stress hein, en direct et surtout le stress. Donc nos paroles, à 2 ans en plus, les paroles, ça rentre, ça sort, c'est compliqué. Donc bien sûr qu'il les comprend les paroles, mais trop de mots, c'est trop de mots. Donc au lieu de mots, on peut là encore jouer et là aussi donner une place aux grands. Mais surtout quand l'enfant est petit, travailler à l'intérieur de nous. Comment moi je me sens, comment j'ai vécu ma propre fratrie. Est-ce que j'ai été l'aînée et donc je me suis sentie vraiment déchirée quand mon petit frère, mon petite sœur est né? Est-ce que j'étais le second? Est-ce que j'étais l'enfant du milieu? Bref, je me repose des questions sur moi et comment j'ai vécu l'arrivée de mon frère et de ma sœur. Et comment mon arrivée a été vécue dans la famille, dans la fratrie. Donc déjà, ça me permet de progresser un peu et de me libérer du stress parce que là, c'est une nouvelle famille. Ça n'est pas, on ne va pas répéter l'histoire. Ce qui s'est passé dans ma famille d'origine, ça s'est passé dans ma famille d'origine. Maintenant, ça me donne des ressources pour faire face peut-être différemment à ce qui va se passer là. Mais c'est important que je ne projette pas mes angoisses. Donc, dans un premier temps, je m'occupe de mon propre stress. Et dans un deuxième temps, je réalise qu'un enfant de 2 ans n'est pas encore capable de se projeter dans le futur.
Et donc, lui, tout ce qu'il voit, il ne peut pas véritablement imaginer ce que ça représentera un petit frère ou une petite sœur. Surtout que souvent, on lui dit, tu vas voir, tu vas pouvoir jouer avec lui au ballon. Et puis, on découvre que c'est un bébé qui est totalement incompétent. Il ne sait absolument pas tirer un but, même avant 3-4 mois, même à 1 an, il ne va pas encore savoir tirer un but au foot. Donc, on ne va pas s'en sortir pour jouer Donc, souvent, nous, on est un peu tentés de lui montrer une belle image. Donc, au lieu d'être idéaliste, et de lui faire miroiter des choses qui ne seront pas, eh bien, soyons plus terre à terre et osons dire la vérité. Donc, oui, c'est vrai, quand il y aura le bébé, il ne saura rien faire, il va falloir que je m'occupe de lui. Parce que voilà, un bébé, ça a besoin de beaucoup dormir. Heureusement, il dormira et donc on pourra s'occuper, on pourra jouer ensemble. Il y aura toutes sortes de moments où on sera tous les deux. Et puis, on va lui dire, tu fais bien attention, si tu as l'impression que je ne suis pas assez avec toi, ou si un jour tu as l'impression que j'aime plus le bébé que toi, tu me le dis, tu me le montres, tu me fais un signal. On dit que si tu te frottes le front, eh ben, ce sera le signal, ou si tu te fais l'oreille, ou alors si tu me... Voilà, on peut ensemble décider d'un signal qui permettra à l'enfant de nous dire, de montrer qu'il se sent rejeté ou pas assez attentif. D'accord, merci. Une question également sur une thématique, vous avez parlé tout à l'heure de football, un sport collectif, et la famille, c'est aussi un collectif. Il y a des moments, une monoparentalité, un vécu de monoparentalité qui peut exister. Est-ce qu'aujourd'hui, cette monoparentalité peut modifier, je vais vous poser la question, qu'est-ce que la monoparentalité modifie dans le comportement d'une fratrie? Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés spécifiques? Ça réduit le nombre d'adultes. Après, tout dépend de ce qu'on appelle monoparentalité, parce qu'il y a des monoparents qui sont très en relation avec de nombreux autres adultes, et donc où les enfants vont avoir une multiplicité d'autres adultes pour pouvoir interagir, et donc ils ne vont pas se sentir forcément dans l'isolement. Ce qui est dur dans la monoparentalité, c'est l'épuisement parental. On ne peut, enfin, c'est trop difficile. Déjà, être 2 parents, c'est lourd, mais seul parent face à un enfant, on est le seul interlocuteur, donc c'est épuisant, donc on s'énerve forcément plus rapidement. Et s'il y a plusieurs enfants, s'il y a 2 enfants, 3 enfants, ça fait du bruit, c'est fatigant, il y a les disputes, comment je gère, je suis tout seul à gérer tout ça, c'est trop difficile. Donc forcément, on est davantage fatigué, on va aller plus rapidement dans l'épuisement. Et surtout, quand on est seul parent, on est davantage sollicité, et l'épuisement va faire qu'on va se distancier légèrement. Donc, intérieurement, quand on commence à rentrer dans le stress de l'épuisement, dans le burn-out, on va se distancier légèrement de l'enfant. Et le problème, c'est que quand on se distancie, lui va venir encore plus être demandeur. Et donc, s'ils sont plusieurs, ils vont se disputer encore plus. Donc, un des impacts, ça peut être ça. D'où l'importance de ne pas rester isolé. C'est pour ça qu'au sein de la commission des 1000 premiers jours, j'ai énormément insisté, et nous l'avons mis dans le rapport, créer dès le début, dès la maternité, des groupes de parents qui se réunissent ensuite au moins une fois par semaine et qui permettent de tisser des liens avec d'autres parents qui ont des enfants du même âge, et qui fait qu'après, on ne va pas être autant isolé. On a besoin de réapprendre à tisser des liens. Parfois, dans notre immeuble, il peut y avoir des hommes ou des femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants, mais qui ont envie de s'occuper d'un enfant de plus ou de partager. Et nous n'osons pas assez aller vers les autres adultes pour non pas leur demander de nous seconder, mais d'être là aussi avec nous.
c'est pas seulement leur demander est-ce que tu peux me garder les enfants pendant tant de temps, mais quoique ça peut aussi être utile, mais partager davantage avec d'autres adultes, être présent. J'espère que petit à petit, ce que nous avons appelé dans le rapport des 1000 jours, la maison des 1000 jours, pourra accueillir des familles comme ça qui pourront, et donc qui pourront se rencontrer et facilement, les enfants de tous âges pourront interagir et ça devrait soulager le monoparent, mais tous les parents d'ailleurs. Et justement, au niveau du réseau aujourd'hui, il y a des professionnels qui arrivent justement à créer ce lien, chose qu'on fait un peu aujourd'hui aussi, et grâce à cette webconférence de ne pas laisser les parents isolés, en direction des professionnels justement, certains